Merci Madame la Présidente. Madame Etiendre, merci pour votre présentation éclairante. J'envisagerai plusieurs points. Tout d'abord, la gestion des personnels au sein du CEA. Votre prédécesseur François Jacques, passé au CNES, a mené une politique budgétaire austéritaire défavorable au personnel. Or, les besoins de sécurité sur les installations de recherche, gestion des déchets et utilité sont toujours aussi critiques et nécessitent une main-d'œuvre supplémentaire. Le recours à la sous-traitance est souvent l'unique alternative proposée. Pourtant, cette solution n'en est pas une. D'une part, la sécurisation des installations nécessite des salariés en pleine autonomie, et de l'autre, l'encadrement des sous-traitants requiert nécessairement des personnels qui pourraient être plus utiles ailleurs. J'aimerais connaître votre évaluation sur ce point. Les questions de la perte de sens, du manque de reconnaissance et même de la souffrance au travail se posent également. 15 ans de non-revalorisation du point d'indice, plusieurs mois d'inflation non compensée amènent les personnels à un sentiment de déclassement. La fierté de participer au progrès de la recherche publique des énergies ne pèse pas lourd face aux promesses salariales des start-up gavées de fonds publics. En 2022, un rapport d'expertise RPS du cabinet Technologia pointait, je cite, un système managérial décrié par des salariés, autoritaires, peu participatifs, très verticalisés, et un déficit de confiance vis-à-vis de la direction générale. Il appelait, in fine, à des actions correctives. Dans ces conditions, comment comptez-vous garantir l'épanouissement au travail des salariés du CEA ? Par ailleurs, d'importants investissements dans diverses start-up promettant monts et merveilles ont été menés ces dernières années via le développement des SMR et AMR, dont les délais de transfert technologique demeurent inconnus. Quel processus d'évaluation comptez-vous donc mettre en place pour assurer le suivi et la pertinence des investissements et des partenariats du CEA avec les acteurs privés, notamment ceux effectués par l'intermédiaire de la DRT ? Pourriez-vous également détailler votre vision de l'interaction entre les activités de recherche civile et militaire au CEA, notamment en ce qui concerne la physique nucléaire, la cybersécurité et le calcul numérique haute performance ? Sur un autre registre, vous engagez-vous en tant que présidente à ce que le haut-commissaire Vincent Berger puisse avoir accès à tous les documents dont il aurait besoin dans le cadre de sa mission ? Enfin, pouvez-vous nous détailler quelles études vous comptez mettre en place pour évaluer l'évolution du pilotage des centrales du suivi de charge vers les modulations de fortes amplitudes induites par le développement des ENR, notamment en termes d'endommagement induit et des difficultés d'exploitation accrues. En conclusion, s'agissant de la position du groupe LFI-NFP, votre CV scientifique est excellent, ça a été reconnu, et vous avez une riche expérience institutionnelle, ça vous positionne de façon optimale pour présider le CEA. De fait, néanmoins, vous en assumez les axes de développement qui, pour nous, ne sont pas sensés, à commencer par la relance obstinée du nucléaire, quand il faudrait, au contraire, en planifier méthodiquement l'arrêt, et en parallèle, accélérer le développement des ENR à 100% à horizon 2050, orientation portée par le CEA, mais au second plan, pour l'institution dont vous reconduisez de fait les orientations pro-nucléaires, vous venez de le dire. C'est pourquoi, par votre conséquence, nous voterons contre votre nomination. Je vous remercie, Monsieur Saint-Martin. Madame Etienne. Bien, donc il y a beaucoup de questions, donc en une minute, je vais faire de mon mieux. Alors, dans le cadre d'un budget contraint, je pense que ce qu'il convient de faire, c'est d'examiner toutes les marges d'optimisation qui nous permettront de préserver l'emploi scientifique et technique autant que possible. Parmi ces marges de simplification et d'optimisation, je pense que nous pouvons simplifier nos processus de gestion interne par plusieurs moyens, par plusieurs biais. Nous pouvons aussi essayer d'utiliser un peu plus l'IA générative dans nos processus de gestion. C'est l'une des choses que j'imagine. La DITP, par ailleurs, est venue regarder nos processus et a donné un certain nombre de recommandations dont je vais m'emparer pour essayer de trouver des marges dans cela, encore une fois, pour mettre l'accent sur l'emploi scientifique. Le dialogue social, votre seconde question. Je l'ai mentionné rapidement dans mon intervention, c'est pour moi une priorité. Je veux renouer avec un dialogue de confiance, chacun étant dans son rôle, mais un dialogue de confiance avec tout le monde, les représentants du personnel comme l'ensemble des salariés, en étant vraiment au plus proche d'eux, en partageant avec eux les décisions, les objectifs, dans un dialogue aussi transparent et serein que possible. Le contexte est difficile, le contexte budgétaire est difficile, la société est tendue, et je pense que c'est absolument important et indispensable d'avoir ce dialogue de confiance au sein du CEA. Si vous le permettez, je reprends maintenant des questions qui étaient restées en suspens. Donc, il y en avait une qui était commune à deux d'entre vous sur mes liens ou sur les liens entre le CEA et le haut-commissaire. Et donc là, je tiens à vous rassurer, ces liens seront fluides. Nous avons des rôles qui sont complémentaires, qui sont bien définis. Donc chacun, si je suis nommée à ce poste, chacun exercera son rôle dans ses prérogatives de façon fluide. Il se trouve que je connais très bien le haut-commissaire actuel, mais indépendamment des personnes, je pense effectivement que c'est de l'intérêt collectif
et l'intérêt national, et que les deux entités se parlent de façon fluide et en confiance. Je pense que vous aviez aussi une question qui était restée en suspens sur les liens entre le CEA civil et la direction des applications militaires. Ce que j'ai essayé de dire, mais c'était peut-être insuffisamment précis, donc j'y reviens dans mes propos, c'est que je pense que le savoir académique qui est présent dans le CEA civil, par exemple dans la physique des matériaux, dans la physique nucléaire très fondamentale, qui est donc une connaissance publique, qui relève de la science ouverte, ces connaissances-là, je pense que dans un souci d'efficacité collective, les partager vraiment avec la partie militaire, c'est important. Nous le faisons, mais nous pouvons le faire davantage. Sur le sujet de la simulation que vous avez pointé particulièrement, je pense que c'est important. Nous avons cette chance d'avoir des moyens de calcul très puissants. Plusieurs d'entre vous les ont mentionnés. Par ailleurs, nous avons plusieurs disciplines comme l'astrophysique, les sciences du climat, la fusion, qui sont vraiment à la pointe de l'art en termes de développement logiciel, en termes de traitement de données massives. Et je pense que ces disciplines peuvent vraiment faire progresser nos grands calculateurs pour un bénéfice finalement collectif.